New York, décembre 1935. Le théâtre Steiner à Broadway. Voici vos nouveaux textes, les enfants, où changent de certaines choses. Les nouvelles X-Fit Folies vont être prêtes pour la fin du mois. Il y a intérêt à ce qu'on soit prêt aussi pour pas se laisser bouffer. Allez, tous en selle. Monsieur Spraner! Monsieur Spraner! Oui, Monsieur Toole. Que puis-je faire pour vous? Pourquoi j'ai moins de texte que la dernière fois? Encore une fois, j'ai été assis dans la salle accompagné de Bart, admirant le pénétrant ballet des jeunes artistes sur la scène, découvrant leurs nouveaux textes avec anxiété. Et au devant de tout ça, droite comme un piquet, les joues rouges de colère et faisant face à un Steiner tout rabougré, Charlène. Parce que c'est comme ça. C'est pour les biens de la pièce, Miss O'Toole. Et pour mon bien à moi, hein? Le bien de ma carrière. Vous voulez étouffer mon talent, monsieur Sapermerscher? Steiner! Mon nom à moi, c'est Steiner! Et bon Dieu, laissez-moi tranquille! Si vous voulez couler ma revue, faites-le! Mais laissez au moins vivre mes derniers instants tranquilles! Steiner est descendu en trompe de la scène. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme ça, lui? Faut pas vous énerver, monsieur Straner. Vous risquez l'infractus avec ça. Comme ça, tout le temps embrasser de l'air avec vos bras. Steiner s'est assis sur le fauteuil en face de moi. J'espère que Marchetti vous paye bien pour me détruire. J'ai pas encore vu la couleur de l'argent pour le moment. Je suis juste payé pour vous amener Charlène tous les jours et la ramener chez elle et m'assurer également qu'elle tient bien son rôle. Mais à vrai dire, j'ai beaucoup d'estime pour vous maintenant. Ah, de l'estime? C'est pas avec de l'estime qu'on remplit des salles, non? On remplirait même pas mon cul avec de l'estime. Allez, tout le monde en place, give me the word now. On commence la répétition. Dépêchez-vous de sortir de la voiture, monsieur Buxley. Nous allons être en retard. Allez, gros lourdeau. Mais lâchez ma perche, j'ai droit d'emmener, non? Bart, nous nous rendons à une grande soirée huppée à New York, la plus belle ville du monde. Vous pourriez au moins faire un effort. Bah non, moi c'est pas mon monde, ça. J'arrive, c'est moi qui dois payer le taxi, je suppose. Oui, dépêchez-vous, nous vous attendons en haut. La soirée s'annonçait bien. J'ai fouillé la poche de mon pantalon pour en tirer un billet de $5 que j'ai tendu au chauffeur du taxi. Nous avions été conviés par Tony Marchetti à une grande soirée de la haute new-yorkaise. Au programme, buffet froid, champagne, serrage de main à des producteurs de cinéma, des patrons de clubs, des directeurs de théâtre, des présidents de diverses grandes industries. L'immeuble était d'une hauteur vertigineuse. J'ai levé la tête pour tenter de deviner la pointe du bâtiment, mais elle se perdait dans la nuit enneigée de New York. Les flocons tombaient comme des petites perles blanches pour se poser sur un duvet blanc, constamment foulé du pied par une population bigarrée. Je suis rentré dans le hall de l'immeuble, un hall somptueux, marbré, éclairé par des lampes en forme de coquillage. Monsieur Buxley. Monsieur Gershwin? Appelez-moi Georges. Alors dans ce cas, appelez-moi Bex. C'est votre vrai prénom? Appelez-moi comme vous voulez, mais épargnez-moi vos sarcasmes. Je vous sens un peu énervé. Ah, vous aussi vous exécrez la haute société. Surtout quand elle se terne en deux aux étages. Allez, prenez votre courage à deux mains, Bucks. Nous avons pris l'ascenseur direction le 34e étage. Vous avez été invité par Marchetti, vous aussi? Oh oui, bien sûr. Mais ce n'est pas à son invitation que je réponds. J'ai d'autres amis plus intéressants que ce monsieur Marchetti. Ouais, je me suis renseigné sur vous. Vous avez eu du succès? Pourquoi retourner dans l'ombre et participer à une petite revue à Broadway? Ah, si Steiner vous entendait, il serait fou furieux. Je crois qu'il est un peu sourd en ce moment. Il arrive un moment, Bucks, où on n'a plus grand-chose à prouver. J'aime la musique, peu importe où j'en joue. Hein. Qu'elle ait du succès, tant mieux. Ça prouve que j'ai raison. Que la musique doit changer. Elle a besoin d'un souffle nouveau. La musique classique du vieux continent est belle, oui, mais à toujours faire la même chose, on s'enlise. Ouais, et vous ne voulez pas vous enliser? Mais non. Parce que je risquerais bien de m'emmerder à rester coincé au même endroit. Non, la musique noire est pleine de rythme. Le jazz, voilà l'avenir de la musique. Le jazz donnera plein d'autres styles, Bucks. Moi, j'en crée un. Fini le classicisme. Il faut que les États-Unis aient enfin leur propre musique, pas celle du vieux monde. Ouais, celle du nouveau. Oui, je sais, ça paraît un peu prétentieux pour vous que je prétende être le représentant de la musique des États-Unis. Mais écoutez autour de vous. Nous sommes au XXe siècle, Bucks. Le XXe siècle. Nous volons, nous parcourons les mers, nous filmons. C'est un siècle de lumière. Nous voici arrivés. Prêts à sauter dans la fosse au lion? Je me suis jamais senti aussi chrétien de ma vie. Ah, pas de peau, je suis juif. Et nous sommes entrés dans une grande salle immense, remplie de monde.
Des robes à paillettes, d'autres plus sobres mais toujours sur des corps altiers, des costumes droits, noirs et blancs, des smokings finement coupés, des cigares qui se posaient délicatement au coin de bouche, des porte-cigarettes qui s'immisçaient entre deux lèvres finement rougies. Voici le fin du fin, la crème des crèmes. Admirez, Bucks. Ce n'est pas la réalité. Ces gens se créent une vie. C'en est d'autant plus drôle. Et parmi tous ces gens, je n'avais Dieu que pour Laura, debout, près d'un buffet, qui discutait avec le professeur. Laura. Ouais, il fallait que j'oublie. Laura. Non, je pouvais pas être amoureux d'elle. Pas de Laura. Pas amoureux.